Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 30e épisode de Relationnellement Vôtre. Alors, on continue la série d'épisodes sur ces peurs qui entravent nos relations et donc notre épanouissement. La peur d'aimer, d'être aimé et la peur de l'inconnu ont été abordées dans les 2 épisodes précédents. Et vu que je ne l'avais pas annoncé la dernière fois, selon vous, quelle est la peur qui sera abordée aujourd'hui ? Allez, je vous donne quelques indices. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation amicale, amoureuse, familiale ou même professionnelle où vous aviez la boule au ventre à l'idée qu'on vous trouve pas assez ou trop et vous mettez ce que vous voulez derrière ? Avez-vous déjà renoncé à un choix, à un changement ou même à une relation à cause du regard des autres ? Bon, là je pense que vous avez trouvé. Alors, de quelle peur s'agit-il ? Oui, la peur du jugement, la peur du regard des autres. La peur obsessionnelle du jugement s'appelle la scopophobie, mais comme souligné dans les autres épisodes, on va s'intéresser à la forme non pathologique de cette peur, celle qui peut être vraiment gênante, c'est sûr, mais sans être obsessionnelle. La peur du jugement est une peur assez fréquente dans la mesure où la majorité des gens accordent de l'importance et de la valeur au regard des autres. Ce qui va poser problème, c'est quand ce regard devient pesant au point de vous adapter à ce qui peut être émis comme jugement et de renoncer à qui vous êtes. D'ailleurs, la suradaptation évoquée dans l'épisode 27 est une des conséquences de la peur du jugement. Voyons justement de plus près ce qui concerne cette peur. Et du coup, au programme du jour, il y aura bien tout d'abord les origines de la peur du jugement, ensuite les éléments qui alimentent et entretiennent cette peur, les éléments qui contrecarrent la peur du jugement, et pour finir, quelques clés pour vous en libérer. Commençons par voir les origines et les mécanismes de la peur du jugement. En fait, la peur du jugement, ou la peur du regard des autres, est étroitement liée à l'image de soi. Selon la psychologue Catherine Canard, l'image de soi est la manière dont nous nous percevons, la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Ça prend en compte à la fois notre perception de nos caractéristiques physiques, notre taille, notre poids, notre carrure, et de nos caractéristiques personnelles, nos goûts, nos valeurs, nos qualités, nos intérêts, nos défauts, etc. Afin de mieux comprendre l'impact du regard de l'autre, c'est intéressant de voir comment se construit l'image de soi. Catherine Canard explique que l'image de soi se construit à la fois à partir des perceptions qu'on a de soi-même et par le regard d'autrui. Je cite, « L'image sociale de soi correspond à l'idée que chacun se fait de son identité à partir d'indices sur soi-même que l'individu perçoit d'autrui. » Tout comme l'estime de soi évoquée dans l'épisode 28, l'image de soi va donc se construire petit à petit, dès l'enfance, dans les interactions avec l'entourage familial, amical, l'entourage social. Elle va évoluer tout au long de la vie. Toutefois, elle sera fortement influencée par le regard des personnes impliquées dans les relations primaires, les premières relations de l'enfance. De manière assez schématique, pour vous donner une certaine idée de l'impact de l'environnement familial sur la construction de l'image de soi, voyons 3 manières dont l'environnement peut se comporter envers l'enfant. Si l'enfant évolue dans un environnement au regard bienveillant, aimant, encourageant, tout en restant juste et sincère, ça va aider l'enfant à se construire une image de lui-même qui soit à la fois positive et solide, sans pour autant être édulcorée. Ça va lui apprendre à se voir tel qu'il est. L'enfant va savoir qu'il n'est pas parfait. Il va apprendre à accepter ses qualités, ses défauts, et donc à savoir ce qui le caractérise et ce qui ne le caractérise pas. L'enfant va pouvoir grandir avec un équilibre entre le regard de l'autre et le sien sur lui-même. Du coup, le regard des autres sera moins douloureux pour l'enfant qui aura une perception de lui-même assez proche de celle des autres. Et si ce n'est pas le cas, il pourra se demander ce qui est à prendre et ce qui est à laisser dans ce que les autres peuvent dire ou peuvent émettre comme jugement. Réussir à amener son enfant à s'accepter tel qu'il est demande de pouvoir l'accepter tel qu'il est et surtout de s'accepter soi-même tel qu'on est. On juge à partir des filtres que l'on a, du cadre de référence et des valeurs qui nous sont propres. Une personne qui a des complexes jugera les autres avec le filtre de ses complexes, tout comme une personne qui s'accepte fera bien souvent preuve de tolérance et d'acceptation vis-à-vis des autres. Selon la psychologue Yolande Ganak-Mayanobe, cela tient au fait que nous fonctionnons en miroir les uns par rapport aux autres. La remarque négative que nous faisons sur autrui n'est bien souvent qu'une réflexion, au sens d'image, de nous-mêmes. Ce travail inconscient, appelé projection, est un mécanisme d'autodéfense. En refusant de passer de l'autre côté du miroir, on trouve justement la vérité qui le concerne. L'individu évite une confrontation directe et psychiquement insupportable avec sa part d'ombre. Permettre à votre enfant d'avoir une image de lui positive passe par le fait que vos jugements le soient
et donc que votre image de soi soit positive. Un enfant sera plus sensible à l'exemple que vous montrez qu'à ce que vous lui dites de faire. Un enfant va donc observer, écouter la manière dont vous parlez de vous, dont vous prenez soin de vous. Ça lui servira de modèle, donc de base dans sa manière de parler de lui et de prendre soin de lui. Bon, à l'adolescence, ça prend bien souvent une tournure, hors de contrôle, mais rassurez-vous, c'est le propre de l'adolescence de remettre en question les modèles parentaux. Donc, comme je vous le disais, votre image de soi aura un impact sur l'image de soi de votre enfant. Par exemple, si vos parents avaient certains complexes sur leur apparence ou sur leur réussite sociale, ils vont se montrer plus exigeants sur votre physique ou sur vos études et avoir des jugements parfois durs envers vous. Leur regard sur vous est donc plus pesant. Vous craindrez donc leur regard, leur jugement, car vous craignez de les décevoir. La peur du jugement est donc associée à la peur de décevoir. Le regard des autres devient l'indicateur de qui vous devez être et ce que vous devez faire pour continuer à être validé aux yeux de votre entourage. Et c'est un schéma qui peut se reproduire entre votre enfant et vous. Bien heureusement, il est aussi possible de ne pas le reproduire si vous apprenez justement à vous accepter. Autre mode de fonctionnement de l'environnement familial, s'il se montre excessivement dévalorisant, rabaissant, en critiquant et en sanctionnant fortement tout ce que l'enfant fait d'inapproprié aux yeux de cet environnement, l'enfant va se construire une image de soi négative, associée à une estime de soi faible et fragile. L'enfant va grandir en étant convaincu que de toute façon, il n'y a rien de bon en lui, on ne peut rien valoriser chez lui. Donc quand le jugement des autres sera négatif, ça ne fera que renforcer ce qu'il pense de lui, et donc ça ne fera que malheureusement encourager cette image négative de soi. Et quand le jugement des autres sera positif, l'enfant aura beaucoup de mal à le croire et à l'accepter. Ce qui va amener cette catégorie d'enfants à être sensible au jugement des autres, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. C'est là qu'on retrouve des enfants, des ados, puis des adultes prêts à tout pour faire plaisir, des personnes qui se suradaptent aux attentes des autres afin de correspondre à l'image que l'environnement exige. Du coup, ce n'est pas le jugement négatif du regard de l'autre qui est tant redouté, dans la mesure où ils sont habitués à être jugés négativement. Ce qui est redouté, c'est le reproche, le jugement qui renvoie qu'ils ne sont pas comme il faut, que l'objectif d'être comme il faut n'est pas atteint. Il y a aussi le cas où l'environnement familial se montre excessivement valorisant en évitant tout ce qui pourrait amener l'enfant à voir qu'il est faillible, c'est-à-dire en lui laissant croire qu'il est limite parfait, qu'il n'a que des qualités, qu'il fait tout bien, qu'il réussit tout parfaitement. Et c'est un environnement bien souvent qui surprotège l'enfant en lui évitant de se confronter à l'erreur ou à l'échec. L'enfant va construire une image de lui-même déformée, bercé dans l'illusion d'être le meilleur, de savoir tout faire, sauf qu'une fois qu'il se retrouve confronté à la réalité de la vie, ce même enfant va attendre de son entourage les mêmes éloges et les mêmes réactions facilitatrices de réussite. Or, ce n'est pas ce qu'il va vraiment rencontrer et c'est pas du tout ce qu'il va recevoir en retour. Ça risque d'être difficile à vivre pour lui et du coup, il va tenter de faire en sorte d'être valorisé, félicité, d'être le meilleur, d'entretenir cette image qui lui est familière et qu'il veut trouver dans le regard des autres. La peur du jugement sera donc associée à la peur de l'échec. Il faut que je sois parfait, que je fasse tout bien, que je réussisse, sinon on pensera que je suis... Et vous mettez ce que vous voulez derrière, ce qui va pousser du coup au perfectionnisme. Vous voyez donc comment ce regard des autres gagne du terrain et devient plus important que le regard de l'enfant sur lui-même. En résumé, une fois de plus, le ni trop peu favorise un développement relativement équilibré. Je dis bien relativement, car bien sûr c'est plus complexe que ça. Comme le disait Isabelle, la psychologue invitée dans l'épisode 23 du podcast, l'un des rôles des parents, c'est d'être des tuteurs, d'aider l'enfant à pousser droit. Et les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il y a tellement d'événements, de situations vécues comme traumatisantes qui peuvent venir chambouler l'équilibre, affecter la vie d'une personne et l'amener à avoir une image de soi négative. Et puis quand on replace tout ça dans le contexte de la société actuelle, la vie sociale d'aujourd'hui n'aide pas vraiment à s'accepter et à se libérer du jugement des autres. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais vous développer dans le point suivant. Voici quelques éléments qui nourrissent, qui alimentent le jugement et donc la peur du jugement. Un des premiers éléments qui alimente le jugement et qui alimente du coup cette peur, c'est la comparaison. La comparaison consiste à examiner les ressemblances et les différences entre deux choses. Or, comme je le dis régulièrement aux personnes que j'accompagne, pour comparer deux éléments, il est important de s'assurer qu'ils soient comparables et donc qu'ils aient une base commune. Par exemple, si vous avez sous les yeux deux traits qui se baladent sur une feuille blanche et qu'on vous demande lequel des deux est le plus grand, sans aucun outil de mesure,
à part votre estimation visuelle, ça sera compliqué pour vous de le savoir, surtout si la différence entre les deux traits n'est pas flagrante. Par contre, si on vous présente une feuille blanche où sont dessinés 2 traits verticaux à partir d'une même base, là, vous pourrez dire lequel des deux est le plus grand. Tout ça pour vous dire que se comparer entre êtres humains est une démarche qui a peu de sens dans la mesure où aucun de nous n'a de base commune avec l'autre. Nous sommes tous différents de notre conception à notre vie d'adulte en passant par toutes les étapes qui ont construit notre vie. Comparer des performances, des compétences, alors que nous n'avons pas la même base de départ en termes de capacités cognitives, psychologiques ou physiques, ça semble compliqué. Pourtant, nous nous comparons constamment les uns aux autres et le système dans lequel nous vivons y encourage et ça nous amène à appréhender de ne pas être assez ou d'être trop et vous mettez vraiment ce que vous voulez derrière. Autre élément qui alimente le jugement et donc la peur du jugement, c'est la compétition. La compétition, c'est la rivalité simultanée de plusieurs personnes ou d'un groupe de personnes dans la poursuite d'un même but. Comme expliqué précédemment, vouloir être le meilleur pousse parallèlement à avoir peur de ce que les gens vont penser si on échoue. La peur du jugement est donc accompagnée d'une profonde peur de l'échec, et donc si l'échec arrive, un sentiment de honte envahit la personne, alors qu'au fond, pourquoi devrions-nous rougir d'avoir pris des risques ou d'avoir tenté des expériences qui n'ont pas fonctionné ? Autre élément qui alimente le jugement et la peur qui en découle, c'est le perfectionnisme. Dans son livre « Le pouvoir de la vulnérabilité », la chercheuse en sciences humaines et sociales Brené Brown explique joliment que le perfectionnisme est un mouvement de défense. C'est la croyance que si nous faisons les choses parfaitement, et si nous avons l'air parfait, nous pouvons minimiser ou éviter la douleur du reproche, du jugement et de la honte. Elle ajoute que le perfectionnisme, à la base, consiste à essayer de gagner l'approbation. La plupart des perfectionnistes ont adopté ce système de croyance dangereux qui est « je suis ce que j'accomplis aussi bien que je l'accomplis ». Fais plaisir, sois performant, sois parfait. Le perfectionniste est centré sur les autres, à savoir que vont-ils penser. Le perfectionnisme est donc une stratégie mise en place à cause de la peur du jugement. Ensuite, autre élément qui alimente cette peur du jugement, c'est la culture, ou les cultures dans lesquelles on baigne. Chaque culture a son lot de valeurs, de principes, de critères censés permettre à chacun de s'approprier la culture et la démontrer. Le hic, c'est qu'on va utiliser ces mêmes valeurs, principes et critères pour se juger mutuellement, en oubliant que nous sommes avant tout des êtres humains, pas des moutons. Quand on y réfléchit, oui, certaines critiques sont constructives et font grandir, mais ce ne sont pas celles-ci qui génèrent la peur du jugement. Et si au lieu d'alimenter la peur du jugement, nous faisions en sorte de contrecarrer cette peur en alimentant l'acceptation de soi et des autres. Je vous propose donc de voir des éléments qui aident à se libérer du regard des autres et qui favorisent l'acceptation. Tout d'abord, accepter sa nature imparfaite, faillible. Ensuite, rechercher l'excellence et non la perfection. C'est dans le livre de Brené Brown cité plus tôt que j'ai compris cette nuance et comme dirait une amie à moi, ça a été un aha moment pour moi. Selon Brené Brown, l'excellence n'est pas le désir d'être parfait, c'est la recherche saine de vouloir constamment s'améliorer. L'excellence n'est pas une démarche pour plaire à l'autre, c'est une démarche réalisée pour soi, un défi personnel. Ce qui m'amène au point suivant, à savoir de se fixer pour objectif d'être la meilleure version de soi, et non d'être le ou la meilleure par rapport aux autres. La meilleure comparaison et compétition qu'on puisse mener, c'est par rapport à soi-même. Faire en sorte de s'améliorer en termes de connaissances, de compétences, par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, et non par rapport à celles des autres. Autre élément libérateur, c'est d'accepter les différences, de reconnaître le caractère unique et donc incomparable de chacun. C'est peine perdue de vouloir tout faire pour ressembler à quelqu'un d'autre, puisque vous êtes vous. D'ailleurs, cette citation d'Oscar Wilde est très parlante. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Un autre élément qui libère de la peur du jugement, c'est de faire la part des choses entre les attentes extérieures, vos attentes personnelles et votre mission de vie. Vous existez pour un but qui n'est pas de plaire aux autres, mais pour faire ce pourquoi vous êtes équipé. Il y a une histoire qui illustre très bien cette idée et c'est l'histoire du canard, du lapin, de l'écureuil et de l'aigle. La version résumée est la suivante. C'est l'histoire de 4 animaux qui ont décidé de fonder une école pour enseigner 4 matières. Grimper, voler, nager et courir. Pour que l'administration de l'école soit plus facile, ils ont décidé de s'occuper de tous les sujets, tous ensemble. Le canard était excellent à la nage, il était même meilleur que son instructeur. Malheureusement,
Les autres matières étaient plus difficiles pour lui. Il s'est donc entraîné à la course, réduisant ainsi le temps d'apprentissage et de pratique dans les autres matières. Avec le temps, il s'est à peine amélioré à la course et ses performances de nage ont été moins bonnes dans la mesure où il ne pratiquait pas assez. Le lapin a commencé en étant le meilleur à la course, mais il n'était pas très bon dans les autres matières. À force de pratiquer la nage, il s'est fait mal aux muscles qui lui permettaient de courir. Et du coup, il était moins performant. L'écureuil, pour sa part, était bon pour grimper, mais avec tous les efforts mis à essayer de voler, de nager et de courir, il s'est blessé et maintenant, il a des difficultés à grimper. L'aigle, finalement, était un élève à problème. Il était meilleur que tous les autres élèves pour grimper et voler, mais il voulait toujours fonctionner à sa façon, sans se conformer. La morale de cette histoire, c'est que chaque animal s'est focalisé sur l'idée qu'il fallait être bon en tout, ce qui les a amenés à négliger le domaine dans lequel ils sont excellents. C'est la même chose pour nous. Vous êtes doué en français et pas en mathématiques, et alors, où est le problème ? N'essayez pas d'être le meilleur dans toutes les disciplines et dans tous les aspects de votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous aimez et ce que vous êtes en mesure de faire par rapport à vos dons, à vos domaines d'expertise, à vos expériences de vie, peu importe ce que les autres pensent, car ils n'ont pas vos dons et ils en ont d'autres, et c'est très bien. Comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Et comme dirait Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Pour finir, voici quelques astuces pour vous aider à avoir une image de vous suffisamment positive et solide pour progressivement vous libérer de la peur du jugement. Première astuce, découvrez ce en quoi vous êtes naturellement doué. Vous pouvez faire la liste des domaines dans lesquels vous êtes comme un poisson dans l'eau. Deuxième astuce, faites en sorte de développer vos connaissances et vos compétences dans ce domaine ou ces domaines. Ainsi, vous serez dans le cercle vertueux du « je suis doué », je réussis, et même si une expérience ne se solde pas comme je le voudrais, ce n'est pas parce que je suis nul, c'est parce que je dois faire quelques réajustements pour que ça fonctionne. Acceptez de voir ce dont vous êtes capable. Troisième astuce, au lieu d'être dans l'autocritique constante, que dites-vous d'essayer l'autocompassion ? C'est une bonne chose de savoir vous remettre en question, mais si vous vous culpabilisez et si vous vous dévalorisez constamment, il est peut-être temps d'être à l'écoute de vos blessures, de vos souffrances et d'oser faire preuve de bienveillance envers vous-même, comme vous le feriez envers une personne qui se culpabilise et se dévalorise à l'excès. Acceptez d'écouter vos ressentis. Quatrième astuce, apprenez à regarder vos réussites et à partir de là, considérez vos échecs. Apprenez à regarder vos forces et de cette position-là, prenez en compte vos faiblesses. C'est un moyen de générer de l'équilibre dans votre vie, en vous mettant d'abord en position de voir ce que vous avez, avant de regarder ce qu'il est nécessaire d'améliorer ou d'acquérir. Car c'est à partir de ce que vous avez que vous pourrez vous améliorer. C'est à partir de vos forces que vous travaillerez vos faiblesses, et ce sont vos réussites qui vous encourageront à faire preuve de persévérance et de créativité pour travailler sur vos échecs et donc vous améliorer. Acceptez votre nature imparfaite en évolution. Cinquième astuce, apprenez à accepter les compliments et les encouragements tels qu'ils vous sont offerts et pour ce qu'ils sont, à savoir des compliments et des encouragements. Ce ne sont pas systématiquement des mensonges ni des flatteries. Acceptez de vous voir tel que vous êtes. J'ai longuement hésité et réfléchi, et finalement, pour illustrer cet épisode, j'aimerais vous partager un témoignage en lien avec Relationnellement Vôtre. Ce podcast et la plateforme à laquelle il est intégré sont le fruit d'un projet qui a commencé à germer il y a plus de 2 ans. Et depuis, il a fallu faire face aux regards et aux jugements des autres sur plusieurs plans. Les premiers jugements ont été par rapport aux décisions que j'ai pu prendre pour libérer du temps afin de travailler sur ce projet. Il a fallu que je revoie mon activité professionnelle pour libérer le temps nécessaire. Et autant vous dire qu'il n'a pas été facile d'entendre certains jugements concernant mon choix de réduire cette activité libérale bien installée. J'ai appris à relativiser ces jugements car ils traduisaient la peur du changement, la peur de l'inconnu pour certains, et pour d'autres, la peur face au risque pris de réduire une activité pour travailler sur une autre qui ne génère pas de revenus. Toutefois, ces jugements étaient contrebalancés par des encouragements multiples. Le regard pessimiste d'autrui sur nos décisions peut amener à douter de soi, et les encouragements, le soutien d'autrui peut booster et renforcer la confiance en soi. Ensuite, sont arrivés les jugements sur la thématique du projet. Avant son lancement, j'ai pu entendre il existe déjà pas mal de supports sur les relations, celui-ci va se noyer dans la masse. C'est trop fermé de parler de Dieu, tu vas perdre des auditeurs. C'est pas assez ciblé comme thématique, ça ne pourra pas fonctionner.
Une fois de plus, il n'y a pas eu que des jugements négatifs. Il y a eu des regards très positifs sur ce projet. Certaines personnes m'ont dit c'est génial comme approche ou c'est original et il y a vraiment un besoin. D'autres ont exprimé que c'est risqué mais bravo de relever le défi. Et puis il y a peu de personnes qui osent faire le lien entre l'esprit, l'âme et le corps, donc ça promet d'être intéressant. Un élément qui a beaucoup aidé pour surmonter la peur que les critiques négatives aient raison et que relationnellement vôtre soit littéralement un flop, ce sont les raisons pour lesquelles ce projet me tient à cœur, à savoir aider les gens à comprendre les interactions entre le physique, le psychologique et le spirituel, de manière à vivre plus épanouis dans leurs relations, qu'il s'agisse de la relation à soi ou de la relation aux autres, et du coup, ça implique de tenir compte de la relation avec le créateur des êtres que nous sommes. En plus de 18 ans d'exercice en tant que psychologue, je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois où j'ai réalisé que les problèmes évoqués par les patients n'étaient pas que des symptômes psychologiques, mais une interaction entre des blocages spirituels mélangés à des blessures affectives dont les répercussions étaient exprimées par des troubles psychologiques et ou physiques. Donc le contenu proposé peut forcément aider au moins une personne. Une fois la plateforme créée et le podcast lancé, il a fallu surmonter l'appréhension des commentaires nuisibles et malveillants. Chaque publication d'épisode, chaque vidéo mise sur YouTube, chaque story, chaque post mis sur Instagram ont amené comment les gens vont-ils réagir, que vont-ils en penser. Pendant plusieurs mois, je me suis posé cette question. Je me la pose encore parfois, mais je m'en suis vraiment beaucoup plus détachée. Y a-t-il eu des commentaires malveillants concernant relationnellement vôtre ? Pas à ma connaissance, et même s'il y en a, je suis convaincue qu'il n'y en a pas autant que les encouragements reçus. D'ailleurs, merci à chacun de vous. Au final, ça rappelle qu'on a le choix entre se focaliser sur ce qu'on redoute ou de se focaliser sur ce qu'on a vécu de positif et continuer d'avancer. J'ai réalisé combien il était important de ne pas chercher à proposer un contenu qui plaise pour éviter les jugements piquants. Après tout, le rôle de ce podcast et de cette plateforme est-il de plaire ou d'aider ? Parfois, aider une personne implique de dire des choses qui vont lui déplaire et même la déranger, mais ça reste pour son bien. Après, elle est totalement libre d'en faire ce qu'elle veut, n'est-ce pas ? Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, on ne peut pas les empêcher de parler. Donc j'apprends à prendre du recul sur ce que les gens disent, j'essaie de voir ce qui est constructif, ce qui ne l'est pas, et ce qui va du coup me parasiter ou me détourner de mon objectif. Le but étant de pouvoir filtrer ce que j'accepte de prendre en compte et ce que j'envoie directement dans la corbeille, car autant éviter les spams. Pour finir, il a fallu surmonter les jugements des gens par rapport aux comparaisons. Effectivement, il y a tout un tas de sites et de comptes Instagram qui parlent des relations. Il m'est arrivé de me demander à quoi bon continuer. Après tout, il y a d'autres personnes qui proposent des choses juste géniales. Eh bien, croyez-moi ou non, mais à chaque fois, il y a eu 1, 2, 3 et même plus de personnes parfois qui m'ont partagé ce que ce podcast a pu leur apporter ou apporter à un de leurs proches. De vous à moi, je ne crois pas au hasard. Ça tombait tellement à pic à chaque fois. Un timing aussi parfait me semble orchestré par celui qui se balade incognito, comme dirait Einstein. En gardant en tête qu'on a tous une valeur ajoutée, ça permet de considérer que nous avons des manières différentes de voir, de comprendre, d'analyser et donc de communiquer les choses. Il peut y avoir 1000 sites sur les relations. Il est possible de tirer au moins une chose intéressante de chacun. Donc, pourquoi comparer et juger alors que nous pouvons accepter de voir la complémentarité ? Ai-je encore peur du jugement concernant relationnellement vôtre ? Beaucoup moins qu'au lancement en février dernier en tout cas. C'est un travail qui se poursuit sur le fait de choisir ma réaction face au jugement des autres, de manière à suivre l'objectif visé et non agir sous l'influence du regard des autres. Et si je peux finir sur une confidence, le calme et la paix trouvés dans la relation à Dieu m'y aident beaucoup. J'aimerais finir avec 3 clés que l'aventure relationnellement vôtre m'a appris concernant la peur du jugement. La première clé, c'est qu'une fois que vous êtes déterminé à atteindre un objectif, la seule personne qui peut vous en détourner, c'est vous-même, pas les autres. Savoir qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel but et les effets positifs que ça apporte permet la détermination nécessaire pour garder le cap quand des remarques déstabilisantes arrivent et du coup les encouragements vont venir booster cette détermination. Ne donnons pas trop de pouvoir aux paroles des autres. Sachons qui nous sommes, dans quel but nous faisons nos choix et évitons d'être la personne critique qui va tout détruire. Soyons la personne qui y croit. La deuxième clé, c'est que face au regard des autres, nous avons le choix de nous positionner en victime ou en acteur. On peut subir les jugements tels qu'ils viennent ou avoir la liberté d'y adhérer comme de les refuser. Ce qu'une personne dit reste un avis. Libre choix à nous d'en faire une vérité ou pas. Comme on dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid.
La troisième clé, c'est que nous sommes tous si différents les uns des autres. Il y a donc forcément un élément qui va faire que ce qu'on dit, fait ou propose aura sa touche d'originalité. Peu importe le nombre d'habitants sur Terre, chacun a un rôle à jouer, une place propre à qui il est. Au lieu de perdre du temps à comparer et à chercher à se démarquer, chercher à savoir qui on est et être pleinement soi suffit, car il n'y a pas deux personnes comme nous. On a tous quelque chose à apporter. Et petite confidence, si vous vous demandez ce qu'il y a en vous, prendre le temps de vous rapprocher de celui qui vous a créé peut aider. Qui de mieux placé que le fabricant pour expliquer ce qu'il a créé et dans quel but ? Voilà, on arrive à la fin du 30e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager un témoignage sur la manière dont vous gérez la peur du jugement, vous pouvez envoyer un message à Relationnellement Vôtre sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou directement par mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Vous recevrez une réponse à vos questions dans les meilleurs délais et le témoignage sera partagé sur le compte Instagram en respectant votre anonymat, bien sûr. Pour finir cet épisode, une annonce. La semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvel épisode du podcast car ce sera le dernier mardi du mois et désormais, ce mardi sera le jour de la publication de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. Vous pourrez la découvrir sur la chaîne YouTube de Relationnellement Vôtre. Je vous en dis pas plus, suspense. Ensuite, ce sera le premier mardi du mois. Ce sera le mardi sans nouvelle publication pour vous laisser le temps d'écouter ou réécouter les podcasts ou la nouvelle émission. Donc, on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode sur la thématique de la peur. À très bientôt. Relationnellement Vôtre.